Le soleil matinal peignait Ouagadougou de nuances dorées lorsque le président Ibrahim Traoré sortit du palais présidentiel. Contrairement aux autres matins remplis de réunions planifiées et de protocoles diplomatiques, ce lundi portait une énergie différente. Le jeune leader du Burkina Faso avait pris une décision qui surprendrait son équipe de sécurité et changerait le cours de nombreuses vies. « Conduisez-moi à la prison centrale », dit-il calmement à son chauffeur, ajustant sa simple chemise marron. Pas d'annonce préalable, pas de presse, juste nous. Les yeux du chauffeur s'écarquillèrent dans le rétroviseur. « Monsieur, ne devrions-nous pas informer les autorités pénitentiaires, préparer des mesures de sécurité ?» « Non, » répondit Traoré fermement. « Je veux voir comment notre peuple vit vraiment derrière ces murs. Les vraies conditions, pas des mises en scène. » Le véhicule présidentiel noir traversa les rues animées de la capitale, escorté par seulement 2 voitures banalisées. Les vendeurs criaient pour attirer l'attention, les enfants jouaient dans des cours poussiéreuses, et la vie suivait son rythme habituel, ignorant que leur président s'apprêtait à entreprendre une mission qui révélerait les failles du système judiciaire. 40 minutes plus tard, le convoi s'arrêta devant les imposants murs gris de la prison centrale de Ouagadougou. Des barbelés scintillaient menaçants au sommet des barrières de béton, et l'air semblait lourd d'histoires non dites. Les gardes à l'entrée se figèrent en reconnaissant le véhicule présidentiel. « Monsieur le Président », balbutia l'un d'eux, cherchant maladroitement les clés de la grille. « Nous ne vous attendions pas, monsieur. » « C'est précisément pourquoi je suis ici, » répondit Traoré en descendant de la voiture. « Ouvrez les portes. » Le directeur de la prison, Pascal Traoré, arriva en courant, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur matinale. « Excellence, si nous avions su, nous aurions tout préparé correctement. Les installations, les prisonniers. » « Je ne suis pas ici pour des préparatifs, » coupa le président en passant devant lui. « Je suis ici pour rencontrer les prisonniers. Conduisez-moi à eux. » La confusion du directeur était palpable, mais il n'osa pas insister. Il guida le président à travers un couloir étroit résonnant de son lointain, tout, conversations étouffées, claquements de portes métalliques. Une odeur âcre frappa immédiatement corps non lavé, humidité, et le poids suffocant du désespoir. Lorsqu'ils entrèrent dans le bloc principal, un silence étrange s'abattit sur la prison. Des centaines de détenus, qui jouaient aux cartes, s'allongeaient sur des matelas fins ou fixaient simplement les murs, se levèrent lentement. Leurs visages exprimaient l'incrédulité, la confusion et une lueur d'espoir longtemps endormie. Le président Traoré se déplaça parmi eux avec une curiosité sincère et du respect. Il serra des mains, posa des questions et écouta leurs histoires avec une attention qui surprit même son équipe de sécurité. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda-t-il à un homme d'âge mûr. « 3 ans, monsieur le président. » Accusation de vol. « Avez-vous une famille » ? « Une femme et 2 enfants, monsieur. Ils viennent quand ils peuvent payer le transport. » Le président hocha la tête, prenant mentalement note de chaque conversation. Certains parlaient avec audace de leurs affaires, d'autres restaient méfiants, et quelques-uns pleuraient simplement face à l'attention inattendue de leurs dirigeants. Pendant plus d'1 heure, Traoré parcourut les cellules exiguës, s'assit sur des sols en béton et partagea des moments d'humanité avec des hommes oubliés par la société. Mais c'est dans une petite cellule sombre, au bout du bloc, que son attention fut attirée par une silhouette qui ne s'était pas levée avec les autres. L'homme était assis en silence dans un coin, la tête baissée, les mains légèrement jointes sur ses genoux. Sa barbe était négligée, ses vêtements usés, et sa posture entière parlait d'une résignation totale. Contrairement aux autres qui s'étaient précipités pour voir leur visiteur inattendu, cet homme restait immobile, comme s'il avait renoncé aux surprises depuis longtemps. Le président Traoré s'approcha lentement et s'arrêta devant la cellule. L'homme leva les yeux peu à peu, son regard croisant celui du président avec un mélange de lassitude et de profonde tristesse. Il y avait quelque chose de différent chez ce prisonnier, pas le regard endurci d'un criminel chevronné, mais l'esprit brisé de quelqu'un qui avait tout perdu. « Comment vous appelez-vous » demanda doucement le président. « Emmanuel » répondit l'homme, sa voix à peine audible. « Depuis combien de temps êtes-vous ici, Emmanuel » ? « 7 ans, monsieur. » Le chiffre pesa dans l'air comme un fardeau. « 7 ans » Le président observa le visage d'Emmanuel, notant l'absence de colère ou d'amertume qu'on aurait pu attendre. À la place, il vit quelque chose qui le toucha profondément, la dignité silencieuse de quelqu'un qui avait enduré l'injustice avec grâce. « De quoi vous a-t-on accusé » continua Traoré. Emmanuel déglutit difficilement avant de répondre. « Ils ont dit que j'avais volé de l'argent à mon employeur,
mais je ne l'ai pas fait, monsieur. J'ai travaillé pour cet homme pendant des années. Il avait besoin d'un coupable, et j'étais une cible facile. En parlant, la voix d'Emmanuel gagnait en force, comme si discuter avec quelqu'un qui écoutait vraiment réveillait quelque chose en lui, endormi depuis des années. Le président écouta attentivement, son regard expérimenté lisant entre les lignes de l'histoire racontée. La conversation se prolongea, mais déjà, le président Ibrahim Traoré savait que cette rencontre fortuite changerait leur vie à tous les deux. Dans ce coin oublié d'une prison surpeuplée, la justice allait trouver sa voie à travers le plus inattendu des messagers. Le silence dans la cellule d'Emmanuel était profond, seulement brisé par les sons lointains de la vie carcérale. Le président Traoré resta debout devant la cellule, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Emmanuel alors que l'homme poursuivait son récit. « Je n'avais pas d'avocat, dit-il. » Emmanuel poursuivit, sa voix gagnant en assurance à chaque mot. « Personne pour parler en mon nom. Quand ils m'ont conduit au tribunal, j'étais seul, tandis que mon ancien patron était entouré d'avocats coûteux. Le juge m'a à peine regardé avant de prononcer la sentence, 15 ans. Le président sentit une colère froide monter en lui. « Parlez-moi de votre employeur. Comment s'appelait-il ? » Laurent Gure. Il possédait une entreprise de logistique où j'ai travaillé comme employé de bureau pendant 8 ans. J'étais honnête, ponctuel, je n'ai jamais manqué un jour. Mais son neveu avait besoin d'un emploi. La voix d'Emmanuel s'éteignit, la douleur de la trahison encore vive après tant d'années. Le président Traoré se tourna vers le directeur, qui se tenait nerveusement derrière lui. « Apportez-moi le dossier de cet homme. Je veux tous les documents, toutes les preuves, chaque détail de son procès. Monsieur, cela pourrait prendre du temps à retrouver. Vous avez jusqu'au coucher du soleil, coupa le président d'un ton sec. Et je veux savoir qui étaient les officiers ayant procédé à l'arrestation, qui était le juge, et je veux un rapport complet de l'enquête. » Alors que le directeur s'éloignait précipitamment, Traoré reporta son attention sur Emmanuel. « Pourquoi n'avez-vous pas fait appel ? » Il y avait sûrement des options. Le rire d'Emmanuel était amer, mais sans colère. « Avec quel argent, monsieur ? Ma femme m'a quitté la première année. Elle a pris nos enfants et est retournée dans le village de sa famille. Elle disait ne pas supporter la honte. Je n'avais ni argent pour un appel, ni relation, ni voix que quiconque voulait entendre. » Le président écouta ce récit d'abandon avec une détermination croissante. Ce n'était pas seulement l'histoire de la souffrance d'un homme, mais celle d'un système qui avait échoué de manière catastrophique, laissant les plus vulnérables pourrir tandis que les puissants échappaient aux conséquences. « Avez-vous eu des visiteurs en 7 ans ? demanda-t-il. « Personne, répondit simplement Emmanuel. J'ai écrit des lettres les 2 premières années, mais elles n'ont jamais vu de réponse. J'ai fini par arrêter. J'ai appris à trouver la paix dans la solitude. » Ce soir-là, le président Traoré était assis dans son bureau au ministère de la Justice, un épais dossier étalé devant lui. Ce qui lui fit bouillir son sang. Le cas d'Emmanuel était un exemple flagrant de corruption judiciaire et d'échec systémique. L'enquête avait été bâclée, les preuves circonstancielles au mieux, et le procès avait duré moins de 2 heures. Plus accablant encore, le juge, Amadou Diabré, avait été démis de ses fonctions 3 ans plus tôt pour avoir accepté des pots de vin. L'homme qui avait condamné Emmanuel à 15 ans de prison était lui-même un criminel. Le président décrocha son téléphone et appela son ministre de la Justice. « Defrein, venez immédiatement. Annulez tout ce que vous faites. » Le ministre Defrein arriva dans l'heure, trouvant son président faisant les 100 pas derrière son bureau comme un animal en cage. « Monsieur, vous avez demandé à me voir d'urgence ? » « J'ai visité la prison centrale aujourd'hui, » commença Traoré sans préambule. « J'ai rencontré un homme nommé Emmanuel, qui croupit en cellule depuis 7 ans pour un crime qu'il n'a presque certainement pas commis. » Il tendit le dossier au ministre. « Lisez ceci. Tout. Dites-moi comment notre système judiciaire a pu échouer aussi complètement. » En examinant les documents, le visage de Defrein blêmit. Le cas était une parodie de justice, construit sur des preuves fabriquées, traité par un juge corrompu et sans défenseur. Laurent Gure avait utilisé sa richesse et ses relations pour piéger un innocent, et le système s'était empressé d'obéir. « C'est terrible, » admit le ministre. « Mais, monsieur, la condamnation tient. Nous ne pouvons pas simplement. »« Pas quoi ?» interrompit le président. « Pas chercher la justice ? Pas corriger nos erreurs ? Pas admettre que nous avons emprisonné un innocent pendant 7 ans de sa vie ?
Le ministre se tut, reconnaissant l'inutilité de discuter avec son leader déterminé. Voici ce que nous allons faire, poursuivit Traoré. Demain, vous constituerez une équipe d'examen indépendante, procureurs, avocats de la défense et observateurs des droits humains. Ils réexamineront ce cas de A à Z, et je veux que Laurent Gure soit enquêté. S'il a piégé Emmanuel, je parie qu'il l'a fait à d'autres. Au cours des 48 heures suivantes, l'équipe d'examen travailla sans relâche. Ils découvrirent que l'entreprise de Gure avait accusé 5 autres employés de faits similaires au cours de la dernière décennie. À chaque fois, les accusés étaient pauvres, sans représentation légale et rapidement condamnés. Le schéma était indéniable. Plus troublant encore, plusieurs preuves clés dans le cas d'Emmanuel avaient été fabriquées, l'analyse des signatures révéla que sa prétendue confession était un faux, et les registres financiers soi-disant prouvant son vol avaient été falsifiés. Quand l'équipe présenta ses conclusions, le président Traoré ressentit un mélange de validation et de fureur. Emmanuel avait bel et bien été piégé, sa vie détruite par l'avidité d'un homme riche et l'indifférence d'un système corrompu. Nous ne nous contenterons pas de le libérer, déclara le président. Nous veillerons à ce que justice soit rendue, et nous nous assurerons que cela n'arrive plus jamais à quiconque dans notre pays. Le lendemain matin, le président Traoré retourna à la prison, mais cette fois avec des caméras de presse et une équipe juridique. La nation allait assister à quelque chose d'inédit, leur président réparant personnellement une terrible injustice. Le convoi médiatique arriva à la prison centrale de Ouagadougou. Alors que le soleil matinal montait dans le ciel, reporters, caméramens et officiels suivirent le président Traoré à travers les couloirs désormais familiers, leur pas résonnant avec détermination et anticipation. La nouvelle s'était répandue dans la prison, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Emmanuel était assis dans sa cellule, inconscient de l'agitation autour de lui. 7 ans de déception lui avaient appris à ne pas espérer de miracle. Lorsqu'il entendit des pas approcher, il leva à peine les yeux, s'attendant à une inspection de routine ou à un nouveau codétenu. « Emmanuel » dit la voix familière qui hantait ses pensées depuis 3 jours. Cette fois, en levant les yeux, Emmanuel vit non seulement le président Traoré, mais aussi des caméras, des officiels juridiques et des visages empreints de détermination. Son cœur s'accéléra, mais des années de protection émotionnelle le rendaient hésitant à croire ce que ses yeux lui montraient. « Emmanuel » dit le président, sa voix résonnant dans le silence soudain du bloc carcéral. « J'ai lu votre dossier. Vous n'avez pas seulement été accusé à tort, vous avez été trahi par un système qui aurait dû vous protéger. » Les caméras capturaient chaque mot, chaque émotion, tandis que les prisonniers, pressés contre les barreaux de leurs cellules, assistaient à ce moment inédit. « Je suis désolé » poursuivit le président Traoré, la voix lourde de regrets sincères. « Notre nation vous a laissé tomber. Nos tribunaux vous ont laissé tomber. Mais aujourd'hui, nous commençons à réparer cette injustice. » Il se tourna vers l'équipe juridique à ses côtés. « Emmanuel, vous rentrez chez vous aujourd'hui. » Pendant un instant, Emmanuel ne put assimiler les mots. « Rentrez chez moi. » Après 7 ans, l'idée semblait aussi irréelle que volée. Ses jambes flageolèrent, et il s'agrippa au barreau pour se soutenir. « C'est vrai, » murmura-t-il, des larmes commençant à couler sur son visage. « Oui, » répondit fermement le président. « Vous êtes un homme libre. » Quand la porte de la cellule s'ouvrit pour la dernière fois, Emmanuel avança dans le couloir sur des jambes tremblantes. Les autres prisonniers éclatèrent en cris de joie, leur voix résonnant contre les murs de béton dans une célébration tonitruante d'une justice enfin rendue. Beaucoup pleuraient ouvertement, voyant dans la liberté d'Emmanuel une lueur d'espoir pour leur propre situation. À l'extérieur de la prison, une foule s'était rassemblée. La nouvelle de l'intervention spectaculaire du président s'était répandue dans Ouagadougou, et les gens étaient venus assister à ce moment de justice. Quand Emmanuel émergea dans la lumière du soleil, plissant les yeux après des années d'éclairage artificiel tamisé, la foule éclata en applaudissements. Les journalistes tendaient leur micro, « Comment vous sentez-vous ? Que ferez-vous maintenant ? Gardez-vous de la rancune envers ceux qui vous ont fait du tort ?» Emmanuel resta silencieux un moment, submergé par l'attention, le bruit, la liberté. Enfin, il parla, sa voix à peine audible par-dessus la foule. « Je ne sais pas quoi ressentir, » dit-il honnêtement. « Je n'ai plus de famille, plus de maison, plus de travail. Mais pour la première fois en 7 ans, j'ai de l'espoir, et peut-être que c'est assez pour commencer. » Le président Traoré posa une main protectrice sur l'épaule d'Emmanuel. « Vous n'êtes pas seul, » déclara-t-il, sa voix portant sur la foule. « Notre nation vous doit une dette impossible à rembourser pleinement,
mais nous ferons tout notre possible pour vous aider à reconstruire votre vie. Fidèle à sa parole, le président conduisit personnellement Emmanuel à la maison d'hôte présidentielle, où il séjournerait jusqu'à ce que des arrangements soient faits. Pour Emmanuel, le simple luxe d'une douche chaude, de vêtements propres et d'un repas à une vraie table semblait appartenir à un autre monde. Ce soir-là, dans le salon confortable de la maison d'hôte, le président Traoré s'assit face à Emmanuel, 2 tasses de thé entre eux. La distance formelle entre président et citoyen s'était effacée, laissant place à une connexion humaine profonde. « Parlez-moi de vos rêves », dit Traoré. « Avant tout cela, que vouliez-vous faire de votre vie ?» Emmanuel sourit pour la première fois depuis des années, un sourire sincère et sans retenue. « Je voulais être enseignant. J'ai étudié la pédagogie avant de travailler pour Gur. J'aimais l'idée d'aider les enfants à apprendre, de leur donner des outils pour construire une vie meilleure. » Alors c'est ce que vous ferez, répondit le président avec détermination. Nous organiserons la reprise de vos études, et quand vous serez prêt, vous aurez une place dans notre système scolaire. Mais Traoré avait une vision encore plus ambitieuse en tête. Dans les jours suivants, alors qu'Emmanuel s'adaptait lentement à la liberté, le président travaillait sur un projet inédit, un audit national du système carcéral. Si cela est arrivé à Emmanuel, dit-il à son cabinet, combien d'autres souffrent d'injustices similaires? Combien d'innocents croupissent dans nos prisons pendant que nous nous félicitons de notre justice et de notre ordre? La réunion du cabinet fut tendue. Plusieurs ministres s'inquiétaient des implications d'un examen aussi complet. Et si des centaines de condamnations injustes étaient découvertes? Et si le public perdait confiance en tout le système judiciaire? Alors, nous le réparerons, répondit simplement Traoré. Tout. Peu importe la douleur, peu importe l'embarras, peu importe le coût. Une justice retardée est une justice refusée. Et nous l'avons refusée trop longtemps. Dans la semaine, le président Traoré annonça la création de l'opération Lumière de Justice, un examen national de tous les prisonniers ayant purgé plus de 5 ans, avec une attention particulière pour ceux sans représentation légale. Emmanuel ne serait pas seulement un bénéficiaire de cet engagement pour la justice, il en deviendrait le symbole et, plus tard, l'un de ses leaders. La transformation commençait, non seulement pour Emmanuel, mais pour une nation entière prête à affronter ses échecs et à construire un avenir meilleur. 3 mois après sa libération, Emmanuel se tenait devant un auditorium bondé à l'université de Ouagadougou. Vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'une veste sombre, il ne ressemblait plus à l'homme brisé sorti de prison. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui avait changé. Il y avait une nouvelle force dans sa voix, une clarté d'intention qui captivait l'attention. « Je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas en tant que victime », commença-t-il, ces mots résonnant dans la salle silencieuse, mais en tant que témoin de ce qui se passe quand le pouvoir agit sans responsabilité, et comme preuve de ce qui devient possible quand des dirigeants choisissent le courage plutôt que la commodité. Au premier rang, le président Traoré écoutait avec fierté tandis qu'Emmanuel s'adressait aux étudiants en droit. C'était l'idée d'Emmanuel de partager son histoire directement avec ceux qui façonneraient l'avenir juridique du Burkina Faso. Cela faisait partie d'une transformation plus large qui attirait l'attention internationale. L'opération Lumière de Justice dépassait toutes les attentes, révélant des défaillances systémiques dans le système judiciaire. En 6 mois, les équipes d'examen avaient analysé plus de 2000 cas et identifié 347 prisonniers condamnés à tort ou détenus au-delà de leur peine. Chaque cas racontait une histoire de famille brisée, d'opportunités perdues et de dignité humaine BXEF. Mais la découverte la plus significative fut le schéma de corruption entourant Laurent Gur et d'autres comme lui. L'enquête révéla un réseau d'hommes d'affaires fortunés qui utilisaient systématiquement de fausses accusations pour éliminer employés gênants, concurrents ou critiques. Des juges avaient été achetés, des preuves fabriquées, des témoins intimidés. Gur lui-même se trouvait désormais dans la même prison où Emmanuel avait passé 7 ans, accusé de fraude, corruption et complot. L'ironie n'échappait à personne, surtout pas à Emmanuel, qui rendit visite à son ancien employeur pour lui transmettre un message de pardon qui émut même cet homme d'affaires endurci jusqu'aux larmes. La justice n'est pas une vengeance, lui dit Emmanuel à travers les barreaux. C'est l'espoir que d'autres ne souffriront pas comme nous l'avons fait, vous dans votre avidité, et moi dans mon innocence. Le président Traoré, profondément touché par cette rencontre, nomma Emmanuel conseiller spécial pour la réforme pénitentiaire et les droits humains, un poste inédit mais rapidement devenu indispensable aux efforts de transformation du gouvernement. Le travail d'Emmanuel le mena à travers le pays, des grandes prisons des villes aux petites geôles rurales opérant sans contrôle depuis des décennies. À Dori, dans le nord, il découvrit un homme oublié dans une cellule depuis 12 ans sans procès.
À Bobo-Dioulasso, il trouva 3 femmes emprisonnées pour des délits économiques qui se révélèrent être de la simple pauvreté. Chaque cas renforçait sa détermination et approfondissait sa compréhension de la manière dont la justice pouvait être corrompue par l'indifférence. Mais la contribution la plus importante d'Emmanuel fut son insistance sur le fait que la réforme devait aller au-delà de la simple libération des condamnés à tort. Il plaida pour des systèmes de soutien complet, formation professionnelle, accompagnement psychologique, services de réunification familiale et programmes d'aide juridique pour prévenir de futurs échecs. La liberté, ce n'est pas seulement ouvrir une porte de cellule, expliqua-t-il à un groupe d'observateurs internationaux des droits humains. C'est s'assurer que les gens ont les outils pour construire des vies significatives et que le système qui les a trahis est reconstruit pour servir la justice, non le pouvoir. Le président Traoré adopta pleinement cette vision. Sous son leadership, le Burkina Faso devint un modèle de réforme judiciaire en Afrique de l'Ouest. Le pays établit des cliniques d'aide juridique dans chaque région, mit en place une formation obligatoire pour les juges et procureurs, et créa un conseil indépendant de surveillance des prisons, présidé par Emmanuel. Ces changements ne furent pas sans coût politique. Certains puissants ayant profité de l'ancien système résistèrent, accusant le président de naïveté et Emmanuel de rancune. Mais le soutien public resta fort, surtout à mesure que les familles se réunissaient et que les injustices étaient corrigées. 1 an après sa libération, Emmanuel retourna à la prison centrale de Ouagadougou pour une cérémonie inimaginable quelques mois plus tôt. L'établissement avait été entièrement rénové, avec des conditions de vie améliorées, des programmes éducatifs et des services d'aide juridique. Surtout, une nouvelle plaque ornait l'entrée, une justice retardée est une justice refusée. Plus jamais. Devant une foule d'officiels, d'anciens prisonniers et de leurs familles, Emmanuel réfléchit au chemin parcouru. Il y a 1 an, j'étais dans une cellule, convaincu que le monde m'avait oublié, dit-il. J'avais tort. Le monde n'avait pas oublié. Il n'écoutait simplement pas. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement ma liberté, mais notre engagement collectif à faire entendre chaque voix, à juger chaque cas équitablement et à traiter chaque personne avec la dignité qu'elle mérite. Le président Traoré prit la parole après Emmanuel, mais ses mots furent brefs. Parfois, dit-il, le plus grand accomplissement d'un leader est de savoir quand suivre. Emmanuel a appris à notre nation plus sur la justice qu'aucun livre de droit ne pourrait jamais le faire. Le travail continue, mais les fondations sont solides. À la fin de la cérémonie, alors que la foule se dispersait, Emmanuel s'attarda un instant devant son ancienne cellule, désormais transformée en bibliothèque. À travers la fenêtre à barreaux, la lumière de l'après-midi baignait des livres sur le droit, les droits humains et la justice sociale, des outils pour les générations futures afin de bâtir une société plus juste. En quittant la prison pour la dernière fois en homme libre, Emmanuel n'emportait pas l'amertume des années perdues, mais l'espoir des vies qui seraient sauvées par les changements qu'ils avaient lutté pour mettre en place. La justice, avait-il appris, n'était pas une destination, mais un voyage. Un voyage exigeant une vigilance constante, du courage et la volonté d'écouter les voix que d'autres pourraient ignorer. Le soleil se coucha sur Ouagadougou, peignant le ciel d'orange et de pourpres éclatants, tandis que le Burkina Faso poursuivait son propre chemin vers un avenir plus juste.